Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de juillet 2023. Et cette semaine, j'ai lu 9 mangas. Et on va commencer tout de suite par parler des tomes 1 à 5. Donc je suis à jour au niveau sortie, au niveau lecture de In the Land of Ledal. Voilà, je vais vous montrer les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Doki Doki. Le 2 février 2022, c'est un shonen. Et l'œuvre est en cours actuellement, mais on a rattrapé la parution japonaise, donc il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir la suite. Alors du coup, In the Land of Ledal, je l'ai acheté d'occasion. De base, j'avais pas prévu de faire l'œuvre, parce que j'en fais déjà beaucoup. Et finalement, je les ai trouvés d'occasion, donc je me suis dit pourquoi pas. Et vous savez quoi, je suis vraiment agréablement surprise, je suis super contente. Alors, c'est une sorte d'isekai. L'héroïne va se retrouver coincée dans son jeu vidéo. En fait, elle joue à un jeu vidéo et celle-ci est à l'hôpital suite à un accident. Et elle a plus ses parents, elle est à l'hôpital depuis pas mal de temps. Et en fait, un coup, alors que le jeu annonce que leur serveur ferme et que du coup il n'y aura plus de jeu, elle reste coincée là-bas en fait. Voilà, tout simplement. Et on apprend également que en un claquement de doigts, il y a 200 ans qui se sont passés et que du coup, par exemple, elle maîtrise des sorts ou autres qui sont pour les villageois de ce nouveau monde, des légendes. D'ailleurs, apparemment, avant, il y avait 7 contrées différentes. Là, c'est 3. Là, ça s'est réuni en 3. Enfin, en fait, il y a énormément de choses qui ont changé, mais pour eux, ça a juste été un petit claquement de doigts, quoi. Ils ont juste fermé les yeux, limite, et paf, 200 ans plus tard, tout a changé, mais eux, ils étaient encore là il y a 2 secondes, par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Et du coup, notre héroïne, elle est vraiment super forte en plus parce qu'elle avait fait une quête de dépassement où du coup, normalement, le niveau 1000, c'est le niveau maximum. Elle est niveau 1100 grâce à cette quête. Et ils étaient, je crois que 13 à avoir fait cet exploit. Et du coup, elle est super forte. Elle est très puissante. Au départ, c'est vrai que c'est un petit choc pour elle de se dire qu'elle est coincée ici parce que elle pense qu'elle est morte en fait, qu'il y a eu un orage, que ça a coupé le système qui la maintient à vie à l'hôpital et du coup que son âme s'est réfugiée dans son personnage de ce jeu. Et c'est assez triste de penser ça. Par contre, on ne sait pas du tout si c'est vraiment ça. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir un petit peu comment ça se fait qu'ils se soient retrouvés coincés comme ça dans le jeu. C'est pas tout le monde en plus, hein, c'est quelques joueurs. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la lecture, on va rencontrer d'autres joueurs. Un qui était assez malfaisant et 2 autres il y en a un qui est là depuis 3 ans je crois et un autre ça fait 10 ans. Donc c'est vrai que c'est super étonnant. Mais du coup, je trouve notre héroïne super attachante. Les personnages autour qui sont censés être normalement des PNJ, ils le sont plus. Mais ils sont super sympas. J'adore la petite ambiance qu'il y a et notre héroïne est vraiment super badass. Hein, quand elle doit faire son devoir, elle le fait très bien. Elle a son petit caractère aussi et franchement, c'est un plaisir de la suivre. Elle a même 3 enfants. Oui, en fait, c'est une haute elfe. Hein, et du coup... En fait, ces enfants, c'est ces personnages secondaires qu'elle avait créés dans le jeu. En fait, il y avait un système où tu pouvais revendre, je crois, tes persos secondaires pour qu'ils aient une nouvelle vie et qu'ils soient pas juste dans un coin comme ça et que c'est trop triste. Et elle avait fait en sorte que quand elle a créé ces personnages secondaires, ils aient un lien familial tous ensemble et que c'était une famille. Donc il y a 2 frères et une sœur.
Et elle, du coup, c'est la mère, sauf que bah, officiellement, elle a réellement 17 ans, donc c'est vrai que c'est assez surprenant. En plus, son skin d'elfe, on dirait un peu une gamine, en plus elle est pas très grande, donc c'est vrai que c'est assez drôle. Surtout que ses enfants sont 3 personnages assez importants, et ils sont complètement déjantés. Et franchement, les moments avec eux, c'est super drôle. Enfin, franchement, on passe un super bon moment avec cette œuvre. On voit qu'elle essaye de retrouver des joueurs, hein, et on voit également qu'elle essaye de réactiver les tours de ses autres compatriotes hein, qui avaient atteint le plus de 1000. Que bah, pour la plupart, il y en a qui sont plus là maintenant parce que bah, elle avait un personnage haute elfe, donc ça vit longtemps les elfes. Mais si les autres ils étaient juste humains, et ben ils sont sûrement morts, pour certains du moins. Et encore, ils n'ont pas tous été téléportés, donc il y a des tours qui sont juste à l'abandon et elle va les réactiver, leur donner un peu de magie, les régénérer et c'est super sympa. Et puis les dessins à l'intérieur sont vraiment sympathiques, j'aime bien. Il y a d'ailleurs, hein, comme il y a écrit sur le tome 1, l'animé sur Crunchyroll, donc je pense que je regarderai parce que ça peut être plutôt cool. Ah, voilà, les dessins sont très jolis, l'histoire est vraiment sympa, donc si vous aimez les isekai, franchement, foncez. Ensuite, on va parler des tomes 4 et 5 de The Kingdom of Moon. Alors, ça c'est dans la lignée des 3 premiers. Alors, tout d'abord, c'est édité chez Kana. Le 18 mars 2022 pour le tome 4, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 29 septembre et du coup je suis un petit peu à la bourre, il me manque le tome 6. The Kingdom of Moon, du coup je les ai trouvés d'occasion, donc ça fait plutôt plaisir, comme ça me poursuit la série à un petit prix. Donc cette œuvre, on a un garçon qui était un garçon humain qui était l'apprenti entre parenthèses d'une sorcière. Cette sorcière a été assassinée et humiliée, hein, clairement. Lui, du coup, il a été enfermé et maintenant il cherche à se venger. Il veut buter absolument tout le monde. Hein. Il a une envie de vengeance gigantesque. Par la force des choses, il va se retrouver avec cette jeune fille qui est une sorcière et qui va lui donner un coup de main, même si lui, il la joue quand même plutôt perso. Et elle est quand même assez gentille pour lui dire de pas l'accompagner parce que de toute façon, il ne va pas changer d'avis parce qu'elle essaye de lui faire changer d'avis. Hein. Elle voudrait que les sorcières et les humains habitent en paix et cohabitent et soient heureux tous ensemble. Enfin voilà, elle imagine vraiment un futur très édulcoré, sauf que notre héros Adonis a bien vu que ça ne marchait pas et il veut plus de ça en fait, il est trop assoiffé par la vengeance. Donc elle essaye des fois de le convaincre, mais ça rentre d'une oreille et ça ressort par l'autre. Il s'en fout et il lui dit clairement si t'as pas envie, tu viens pas en fait, tu veux juste me gêner. Mais on voit qu'il y a quand même un petit lien qui se construit entre les deux. C'est un peu bizarre. En fait, on dirait un petit peu des frères et sœurs, hein, tu vois, dans un certain moment, les petites disputes, là, c'est... J'aime bien les deux personnages, j'aime bien le petit duo. Alors, il y a encore pas mal de mystères, hein. Là, dans ces 2 tomes, il se passe pas énormément de choses. On va rencontrer un groupe, une sorte de groupe de motards un petit peu cracra, qui a fui le royaume et qui vivent pépère un petit peu dans leur coin et qui boivent de l'alcool tous les jours à n'en plus finir et voilà, ils vivent leur vie et ils sont super cool, super sympas. Donc voilà, on a rencontré ces personnages là. On va aussi se retrouver dans une espèce de petite ville où il y avait un nombre incalculable d'esclaves robots sexuels pour les hommes et on comprend du coup alors que eux ils ont échangé, enfin vendu leurs femmes, leurs filles et autres contre ces jouets. Ces jouets qui d'ailleurs ont l'air d'avoir une sorte d'âme, enfin ils dégagent des émotions et elles sont tristes d'avoir été créées. Et du coup, Denis et notre chère petite sorcière vont mettre
fin à leur souffrance entre parenthèses. Enfin voilà, il se passe pas énormément de choses dans ces 2 tomes là, c'est surtout ils avancent jusqu'à leur objectif petit à petit. Et vers la fin du tome 5, il va s'engager un combat contre un mec qui est quand même super puissant et qui semble pas humain visiblement. Donc j'attends de voir ce que ça donne. En tout cas, c'est super sympa. Ça se lit à une vitesse incroyable, c'est super intéressant. Les combats sont super cool quand il y en a. Et les dessins, ils sont juste sublimes. Je vous montre un petit peu. Mais je trouve le trait super sympa. Et puis voilà notre petite sorcière qui s'appelle Doroka. Elle apporte vraiment ce petit côté féminin, ce petit côté de joie, de rire, de mignonnerie. Elle est vraiment adorable, mais faut faire attention quand même, hein, ça reste une sorcière, elle a le pouvoir de l'amour et elle peut contrôler du coup les gens avec son pouvoir, voilà, le pouvoir de l'amour quoi, et elle peut être redoutable si son pouvoir marche bien. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de la voir, elle est adorable. Et du coup, pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale de From the Children Country. Voilà, c'est des grands tomes. Alors, c'est édité chez Meian le 28 février 2022. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 2 tomes. Écoutez... alors, attendez, je vous mets le résumé du tome juste ici. Donc, c'est une sorte de survival horror qui peut un petit peu faire penser au manga... L'école emportée hein, de chez Glénat, que j'aime beaucoup également. Comment dire, les adultes, suite à une apparition de numéros inconnus dans le ciel, vont tous se transformer en monstres. En monstres gigantesques qui font limite penser à des titans. Dans l'Attaque des Titans, il y a même des combats parfois entre monstres. Et du coup, ça rappelle forcément ça, je trouve. Enfin bref... les humains se transforment en monstres, mais ils répètent en boucle les phrases qu'ils ont dit, je pense, dans leurs derniers instants. Et le truc, c'est qu'ils ont l'air d'être... d'avoir une légère petite conscience. En tout cas, la mère de notre héros, Hajime, elle semble avoir une légère petite conscience, même si elle peut pas s'empêcher d'essayer de le tuer. Et du coup, tout ce qui reste dans la ville, là, c'est les enfants qui vont se barricader à l'école et tenter de survivre à ces attaques de nouveaux monstres. Donc c'est vrai que c'est assez violent, hein, les gens qui peuvent être choqués par la mort d'enfants, ne lisez pas l'œuvre, hein, parce que là, ça y va à foison, il n'y a pas de pitié, hein, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, ça y va. Hein. C'est super violent, mais c'est super sympa. Franchement, le premier tome, il te met dedans, mais d'une force. L'histoire, elle est trop bien. Et les personnages sont plutôt intéressants. Même si ça me choquera toujours de voir des gamins de 13-14 ans réussir à faire des armes de la mort avec ce qu'ils ont sous les mains pour attaquer les monstres, pour se défendre. Voir comment ils dirigent des fois... C'est étonnant quoi, enfin ils sont vachement plus malins que certains adultes et c'est vrai que c'est assez surprenant. Surtout à la vitesse où ils prennent les choses en main, hein. Certains ils se désignent limite chef et ils prennent tout en main comme s'ils attendaient ça toute leur vie. C'est vrai que c'est surprenant. Mais le truc terrible qu'on découvre, Hajime va le découvrir à ses dépens, c'est qu'arrivé à nos 15 ans, on se transforme direct en monstre. Et c'est ce qui arrive à un gamin qui fête son 15e anniversaire avec Hajime à minuit, je crois, tout pile. Et paf, dès qu'il a eu 15 ans, il s'est transformé direct en monstre. Donc c'est assez terrible, c'est assez horrible. Et super traumatisant parce que du coup les enfants ils commencent à flipper, à se dire c'est qui fête bientôt son anniversaire, faut qu'il dégage, faut le tuer, faut voilà. Donc c'est assez hard. Et notre héros est dans ce cas-là parce que quelques jours plus tard il doit fêter son 15e anniversaire également. Donc au départ on l'enferme, après il fuit et finalement il va aider ses amis parce qu'a priori quand un monstre mange son enfant, il devient encore plus grand, genre il a une big évolution, il devient gigantesque. Donc Hajime va entre parenthèses sacrifier sa vie pour les aider. Mais par contre, ce qui est assez triste, c'est que autant le premier tome, il était incroyable, il nous mettait dedans et tout, mais le deuxième tome, la fin,
Alors je sais pas si l'auteur a dû improviser une fin, je sais pas ce qui s'est passé, mais la fin, elle a pas vraiment de sens. Alors, la mère de Hajime en monstre, quand on lui transmet du sang ou quand il pleure sur elle, enfin quand il y a un contact avec un fluide corporel, elle reprend connaissance, elle reste un monstre, mais elle a conscience de ce qu'elle fait, donc elle va protéger Hajime, elle va se battre contre les autres monstres pour protéger les enfants, mais c'est temporaire. Et ben là, Hajime va soudainement se transformer en... Enfin, il va pas se transformer en monstre, il va se transformer comme sa mère avec une sorte d'armure en protection, il va changer de couleur, mais il va rester petit. Et tous les enfants vont redevenir des bébés, je crois. Les enfants, en fait, tout le monde redevient un peu bébé. Et après, on voit quelques années plus tard, la vie est complètement détruite. Hein, ils vivent vraiment en mode Homo sapiens. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout compris cette fin. On sait pas où va Hajime, pourquoi il se transforme comme ça. D'ailleurs, pourquoi les adultes se transforment en monstres? C'est quoi ces numéros qui apparaissent dans le ciel? En fait, on se retrouve avec plein de questionnements sans réponse. Et c'est vrai que c'est assez dommage. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la fin, en fait, elle est extrêmement ouverte et il y a zéro réponse dans l'œuvre, quoi. Alors c'est ça qui me pose un petit peu de problème parce que l'œuvre a commencé super bien, les histoires comme ça de survie, même avec des gosses qui font de leur mieux pour rester en vie, bah, c'est vachement cool et tout. Mais là, j'ai une petite déception sur la fin qui reste incompréhensible. Quand je lisais le tome 2, ça allait à une vitesse incroyable. Et plus j'arrivais vers les dernières pages, et plus j'avais peur parce que je me disais, bah mince, il y a encore plein de questions sans réponse, il me reste quoi, 3 pages à lire. Donc c'est vrai que c'est le petit truc un peu décevant. L'histoire est plutôt sympa à lire en général, mais il n'y a pas vraiment de fin, quoi, pas de véritable fin. Et si vous vous posez beaucoup de questions dans l'œuvre, bah cherchez pas, vous n'aurez pas de réponse. Sinon, au niveau des dessins, c'est plutôt pas mal hein, en général. Vous voyez, quand il se transforme en monstre, ça ressemble un peu à ça, c'est assez effrayant. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!